Très bien, les amis, bon mardi. Je vous ai dit que la semaine dernière, je me suis entretenue avec Lily Phillips, cette jeune femme du Royaume-Uni qui s'est donnée pour mission de coucher avec 1000 hommes en moins de 24 heures pour battre un record. Nous allons donc en discuter et je vais vous montrer des extraits de notre conversation maintenant qu'elle a été diffusée. En plus, vous n'allez pas être surpris parce que je pense que c'est juste un jeu entre Tucker Carlson et moi. Je suis dans le pétrin. Ensuite, c'est lui qui est dans le pétrin. Et bien maintenant, c'est de nouveau au tour de Tucker Carlson et cette fois, il a des ennuis, bien sûr, pour avoir invité un certain invité sur son podcast. Cet invité s'appelle Jeffrey Sachs et il dit la vérité au public sur les ambitions de Bibi Netanyahou au Moyen-Orient. Et ce n'est pas le récit préapprouvé du parti Likoud, mais ce type, il peut le dire. Jeffrey Sachs peut le dire parce qu'il est juif. Donc il ne va pas remporter le prix du décembre séminaire de l'année. Et je suis très triste d'annoncer qu'il y a eu une nouvelle fusillade dans une école, cette fois à Madison, dans le Wisconsin. Et encore une fois, cela s'est produit dans une école chrétienne. Et encore une fois, chose étrange, la tireuse est une femme, âgée de seulement 15 ans. Elle semble être une féministe radicalisée. Qu'est-ce que cela signifie? Nous devons absolument en discuter. Bienvenue à nouveau sur Candace. Très bien, par où commencer? Commençons simplement par le livre Guinness des records en général. Je ne sais pas si vous le saviez. Il y a plus de 65 000 records mondiaux répertoriés dans le livre Guinness des records. En 2023, 4 975 records ont été homologués. Et je dois vous dire, quand j'étais jeune, et je suis sûre que vous vous en souvenez aussi, j'étais vraiment fascinée par tout cela. Il y a ce concept quand on dit que cette personne détient un record du monde Guinness. Je me disais, waouh, imaginez juste être le meilleur au monde dans un domaine. Personne d'autre n'est meilleur que vous dans cette discipline. Je vais donc vous donner quelques informations sur la façon dont cela fonctionne pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Ou peut-être que vous n'y avez même jamais pensé parce que je pense que beaucoup de gens se demandent « Mais qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on remporte réellement? Combien d'argent gagne-t-on si l'on bat ou détient un record mondial ?» Et la réponse à cette question est exactement « rien ». Bien qu'il y ait plus de 153 millions de livres Guinness des records vendus dans le monde, les détenteurs de records eux-mêmes ne reçoivent absolument rien, à part le droit de dire « Je suis détenteur d'un record, je suis le meilleur au monde ». Quels sont les critères? Vous vous demandez peut-être « Est-ce que c'est du sport? Qu'est-ce que le chant? Qu'est-ce que c'est ?» Honnêtement, tout ce que vous pouvez imaginer, si vous pouvez l'inventer et être le meilleur dans ce domaine, ou même pas forcément le meilleur, juste le seul, alors vous pouvez être récompensé ou au moins avoir le titre et dire aux gens que vous êtes cette personne. Quelques records insolites. Par exemple, un gars nommé Tyler Phillips a sauté par-dessus 5 voitures avec un bâton sauteur. Est-ce qu'il est le meilleur à sauter par-dessus 5 voitures avec un bâton sauteur? Je vais dire non, probablement pas. C'est juste le seul à avoir eu l'idée de le faire et à avoir contacté le bureau du Guinness des records à ce sujet. Je suis sûre que si LeBron James s'y mettait vraiment, il pourrait probablement battre Tyler Phillips. Il y a aussi un homme nommé Zhan Shuang. Il détient un record parce qu'il a tiré une voiture sur 50 mètres en marchant sur les mains. Je ne sais pas si ça fait vraiment de lui le meilleur dans quoi que ce soit. Je pense que c'est l'un des seuls. Il se trouve que c'est une personne qui s'est dit « Je vais faire quelque chose au hasard et être le seul à le faire ». Ensuite, il y a des détenteurs de records plus passifs, des gens qui ne sont pas vraiment sportifs du tout, comme une femme nommée Lee Redmond. Elle détient le record du monde des ongles les plus longs. Devinez combien de temps? Devinez. 28 pieds et 4 pouces et demi. Encore une fois, est-ce que cela fait d'elle la meilleure ou est-ce que cela la rend simplement étrange et un peu dégoûtante? Je pense que c'est étrange et je pense que c'est un peu dégoûtant parce que je n'aimerais vraiment pas avoir des ongles de 28 pieds de long. Alors, qu'est-ce qui motive ces gens? Si ce n'est pas l'argent qui vous motive, alors ces personnes sont évidemment motivées par la notoriété. Et il n'y a pas de meilleur exemple moderne des pièges de la notoriété qu'une jeune femme nommée Lily Phillips. Je vous ai déjà parlé un peu d'elle. Elle vient effectivement d'Angleterre. Je veux aussi vous rappeler qu'elle n'a que 23 ans et qu'elle est, vous l'avez deviné, mannequin sur Instagram. Les mannequins Instagram, c'est un peu la nouvelle génération du mannequinat. Et elle souhaite battre l'un de ses records du monde obscur et elle est prête à se dégrader et à aller à l'encontre des principes fondamentaux de la morale. Parce que je suis certain qu'avant qu'elle ne s'engage là-dedans, personne n'avait vraiment imaginé combien d'hommes une femme pouvait coucher avec en une seule journée. C'est à cela qu'elle pense.
Elle veut savoir avec combien d'hommes elle peut avoir des relations sexuelles en une journée. Et maintenant, elle vise le chiffre de 1000. Vous vous demandez peut-être, pourquoi 1000? Personne n'a sûrement approché ce chiffre. En réalité, quelqu'un l'a déjà fait. Le record existant a été établi à Varsovie, en Pologne, en 2004. J'espérais un peu que ce soit une Polonaise au hasard qui ait fait ça, mais ce n'était pas le cas. Bien sûr, c'est une Américaine. Elle s'appelle Lisa Sparks. C'est une star du porno originaire de Bowling Green, dans le Kentucky. Et elle a réussi à coucher avec 919 hommes en une seule journée. Elle a établi ce record lors de la 3e édition annuelle du championnat du monde de gangbang à Varsovie. Comme moi, vous vous dites sûrement que vous ne saviez pas qu'il existait un championnat du monde de gangbang à Varsovie en Pologne, mais il y en a un, et elle y est allée pour accomplir cela. Et elle a affronté 2 autres femmes qui voulaient atteindre ce niveau de notoriété. Et elle a gagné avec 21 hommes d'avance. Chaque personne avec qui elle a eu des relations sexuelles avait droit à 45 secondes avec elle. Je dois vous dire ceci, la mise à jour à ce sujet, c'est que sur son site web, elle a avoué. Elle a dit, je cite, « Pour être totalement transparente avec vous tous, cet événement est la seule chose que je regrette d'avoir faite en plus de 21 ans dans l'industrie du porno, encore aujourd'hui. » C'était aussi le seul travail que j'ai accepté de faire strictement pour l'argent. On dit que l'on voit toujours plus clair après coup, mais j'aime à penser que, peut-être, en tant que femme, nous pourrions avoir la clairvoyance de reconnaître que coucher avec 919 hommes en une seule journée sera forcément quelque chose que l'on regrettera profondément, au minimum. C'est un peu ce dont je voulais parler avec Lily Phillips. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Je vous l'ai dit hier, dans toute cette culture de l'indignation où l'on crie et s'insulte, je pense vraiment que la droite commence à se comporter comme la gauche. Et il n'y a aucun apprentissage dans tout ça. Quand on se contente d'être outré et de crier, évidemment ce que fait Lily Phillips est mal, mais le fait que je crie à quel point c'est mal ne va pas vraiment changer ses envies. Mais avoir une conversation avec elle, pourquoi est-ce que je m'assierais avec quelqu'un comme ça? C'est important que d'autres jeunes femmes entendent cela. Dans ce monde où les gens sont tellement fascinés par les apparences de la célébrité. Et bien sûr, ce n'est pas la célébrité qu'elle recherche, c'est l'infamie. Donc, pour que Lily Phillips batte ce record, juste pour être clair, si vous êtes comme moi et que les calculs ne se font pas instantanément, elle va devoir avoir des rapports sexuels avec un homme toutes les 6,4 secondes pendant 24 heures d'affilée. Et cela inclut les pauses pour aller aux toilettes et vraisemblablement si elle veut manger quelque chose. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je n'ai pas envie de réfléchir à la logistique, mais ça fait 86,4 secondes. Il lui faut un homme à chaque fois. Et il se prépare pour ce jour-là en interviewant les hommes. Les types minables vont faire la queue pour ça. Et pour se préparer davantage, Lily a décidé de faire un essai avec 100 hommes en une journée. Elle s'est dit « D'accord, je vais en faire un 10e ». Et elle a invité des réalisateurs de documentaires pour immortaliser cet exploit. Parce que je ne sais pas ce qu'elle s'imaginait. Je suppose qu'elle se disait juste « Je vais battre un record. Ça va être génial. » Et je veux vous montrer ce clip qui est devenu viral. J'aurais dû en parler la semaine dernière, mais je ne me sentais pas bien. Et vous allez clairement m'entendre avoir l'air malade pendant que je lui parle. Mais encore une fois, ce sont ces moments où les caméras se sont approchées et lui ont demandé ce qu'elle ressentait après avoir accompli l'exploit de 100 hommes en une journée. Et ce qu'ils ont capturé, à mon avis, c'est la vraie Lily. Des émotions brutes qui suivraient n'importe qui. N'importe quelle personne humaine qui vient d'être utilisée et souillée de cette manière par 100 hommes. Écoutez. Ce n'est pas pour les filles fragiles. Pour être honnête, c'était difficile. Je ne sais pas si je le recommanderais. Pourquoi pas? Je pense que si vous êtes un type de fille vraiment différent, c'est un peu comme être une personne unique. Dans un sens profond, c'est juste un sentiment complètement différent. Je ne sais vraiment pas comment l'expliquer de manière adéquate. Comme... Ce n'est pas comme juste être avec quelqu'un. Ouais. Juste un qui entre, un qui sort. C'est comme si c'était intense. C'est plus intense que vous ne le pensiez. Certainement. Désolé. Oh, prends-le simplement. Ouais, 1 minute. Alors voilà, c'est la vraie Lily Phillips. Et je veux être claire, ce documentariste, le gars à côté d'elle, je crois que son nom est Josh Peters, est un monstre absolu de documenter ça. Je veux dire, il faut juste être guidé par les principes fondamentaux de la moralité. Et de la voir s'effondrer comme ça et jouer son rôle comme s'il était son ami et voulait vraiment comprendre. Oh, elle est un peu dépassée en ce moment. Oh, ça te choque aussi d'entendre ça, Josh Peters,
que cette jeune femme de 23 ans qui est en train de faire une énorme erreur, et au lieu d'essayer de la détourner de ça, tu préfères le filmer, mais c'est elle. Cette émotion brute, c'est la vraie Lily Phillips. Et cela m'a fait réaliser que, avant tout, tu as affaire à quelqu'un d'extrêmement fragile qui doit maintenant faire semblant devant le monde entier parce qu'elle veut gagner beaucoup d'argent. Elle veut gagner beaucoup d'argent et elle veut le faire rapidement. Elle veut faire ça en un jour. Et pour qu'un groupe d'hommes soit inscrit pour regarder ça, ils ne veulent pas la voir pleurer. Donc ce n'est pas bon, elle doit le rebaptiser et faire comme si elle y était vraiment attachée. Il. Le sexe est bon et elle aime tellement le sexe et elle est super bizarre. Cela m'a rappelé une conversation que j'ai eue avec Amber Rose. Je ne me souviens plus si cela a été inclus dans notre interview ou si c'était hors caméra qu'elle en a parlé, à quel point elle souffrait intérieurement en se faisant demander de faire ces choses, mais sachant que c'est ce qu'on attendait d'elle, de l'industrie du sexe, parce que les hommes achètent ce fantasme. Et donc, mon rôle en face de Riley Phillips, comme je l'ai dit, n'était pas de la dénigrer, ni de la faire se sentir encore plus mal. Écoutez, j'ai 35 ans, elle a 23 ans. Mon but était vraiment d'essayer de la comprendre et au moins de lui faire admettre qu'elle ne fait cela que parce qu'elle veut de l'argent. Alors je lui ai simplement posé une question basique. J'ai dit, si tu veux vraiment insister sur le fait que ce n'est pas une question d'argent, es-tu en train de me dire que si Ford Models venait te voir et t'offrait 50 millions de dollars et donc tu n'aurais plus besoin de OnlyFans, voici 50 millions de dollars, on veut juste que tu défiles pour Victoria's Secret en bikini. Tu ne prendrais pas l'argent parce que tu aimes tellement le sexe? Et voici ce qu'elle a répondu. Écoutez. Pouvez-vous cependant répondre à ce qu'elle a dit? Si quelqu'un vous avait offert 50 millions de dollars pour ne jamais faire ça ou ne jamais fait, auriez-vous accepté les 50 millions ou seriez-vous non, c'est quelque chose que je veux faire? J'ai toujours dit ça. Je l'ai fait comme passe-temps avant de le faire pour le travail. Donc je couchais à droite à gauche et je faisais ce genre de choses avant de vraiment le faire. Uniquement les fans. J'étais beaucoup plus promiscuité hors caméra avant d'être devant la caméra. Et donc non, je fais ce travail parce que je l'aime tellement. Et pour moi, c'est le cas. De toute évidence, l'argent dans chaque travail est une chose importante, mais ce n'est pas le cas. Pour moi, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de tu as dit que tu Tu as fait ça pour redonner à tes seuls fans qui ont pu te permettre ton style de vie. Tu as dit que je pense. dans c'est-à-dire qu'ils m'ont vraiment aidé, tu sais, mais tu as dit que tu pensais que mon aide je n'ai jamais rien dit à propos de l'argent. Mon fiancé s'est assis dans une pièce et a décidé que nous devrions faire ça comme une façon de redonner aux fans qui ont soutenu, tu sais, ce style de vie que j'ai. Mon assistant et moi étions en train de parler et j'ai dit: «J'ai juste regardé le record du monde parce que je me suis dit: "Ce serait génial de faire ça, non?"» Parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui, de toute évidence, n'a jamais été fait auparavant. Ce serait vraiment un contenu unique. Ce serait aussi une façon de redonner, tu sais, à mes soutiens et tout ça, ceux qui se sont abonnés et qui, tu sais, ont fait de ma vie ce qu'elle est aujourd'hui. Je n'ai pas dit oui, le style de vie. Donc c'était dans cette liberté que j'ai. J'adore la vie que OnlyFans m'a offerte, vraiment. Et ce n'est pas forcément l'argent. Quelle liberté cela t'a-t-il apporté si ce n'est pas l'argent? Par curiosité. Pouvoir travailler entièrement pour moi-même, pouvoir vraiment faire quelque chose que j'aime profondément, tu vois ce que je veux dire? Travailler pour toi-même, c'est-à-dire gagner. Oui, Désolée. travailler pour toi-même, c'est-à-dire pouvoir gagner un revenu par toi-même. Non, donc travailler pour moi-même, pouvoir me réveiller et prendre un café le matin sans avoir à être assise à un bureau de 9 heures à 17 heures. Pouvoir être indépendante et, tu sais, en vivre, pouvoir le faire. Pouvoir subvenir à mes besoins, faire quelque chose. Ouais, ça c'est de l'argent. Juste pour que tu Sache, c'est tout, c'est de l'argent dont tu parles pour pouvoir subvenir à tes besoins. Je suis. Je ne parle pas seulement d'argent, je ne parle pas seulement d'argent. Je parle de la liberté que ce style de vie m'a donnée. L'argent permet. Liberté. L'argent permet la liberté. Ouais, nous essayons juste de relier les points. L'argent, c'est la liberté de faire ce que vous voulez. C'est ça l'argent. Dans ce cas, équivaut au temps. Droite. Parce que tu parles de la liberté. La question, La chose. Je pourrais faire OnlyFans et gagner 20 000 dollars par mois et avoir quand même le même style de vie que maintenant, plutôt que d'aller dans cet extrême et, tu sais, faire le millier comme je pourrais le faire. Donc ce n'est pas vraiment une question d'argent pour moi.
Ouais, parce que maintenant, c'est une question de célébrité, d'infamie, je pense, pour toi. Voilà, c'est ça. Il est évident que c'est quelque chose qui va lui causer beaucoup de souffrance, mais elle a déjà changé de cap et maintenant, elle fait comme si elle avait juste eu un moment de faiblesse après 100 hommes. Et c'est vraiment ce qu'elle a toujours voulu, parce que, comme vous l'avez entendu dire, elle faisait ça gratuitement avant. Elle donnait ce qu'elle avait à offrir gratuitement. Et on est censé imaginer qu'elle couchait avec 1000 hommes par jour, comme si c'était possible. Évidemment, tu peux être aussi volage que tu veux, mais personne n'a jamais fait ça. Donc, ça doit encore être pour une autre raison. Elle essaie de nouveau de vendre un fantasme aux hommes, comme si ça l'intéressait vraiment, alors que ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'il est important de parler à ces personnes. Parce que je pense que les jeunes femmes voient cela comme un exemple. Et elles parlent de tout ça comme si c'était une question de liberté. Tu l'entends? Oui, bien sûr, elle doit coucher avec 1000 inconnus, mais elle peut prendre un café le matin et n'a pas à y penser. Elle n'est pas coincée dans un bureau de 9 heures à 17 heures. Donc, il y a des femmes qui sont coincées dans un bureau de 9 à 5 et ensuite elles prennent un café. Elle a tellement plus de liberté parce qu'elle va juste coucher avec 1000 hommes, 1000 inconnus en une journée. Et elle ne voit pas vraiment ça comme une forme d'esclavage, ou du moins la fausse Lily que j'interviewais, la fausse Lily ne le voit pas ainsi. La Lily qui pleurait, évidemment, comprenait très bien ce à quoi elle renonçait. Et cela te montre qu'au fond d'elle-même, elle a bel et bien une âme. Mais ce qui m'a vraiment le plus interpellée, c'est d'apprendre que sa mère, sa propre mère, est impliquée dans sa carrière. Sa mère gère les finances. Et lorsque Lily a parlé de cela aux journalistes, elle a décrit sa relation avec sa mère et son père comme étant saine, qu'il s'agissait de bons parents parce qu'ils la soutenaient. Je sais que c'est choquant. Écoutez ce qu'elle avait à dire. L'une des questions que je me suis vraiment posée en lisant votre histoire, c'est que j'ai l'impression que vous essayez de la présenter comme si vous aviez eu une enfance normale. Et évidemment, je n'y crois pas parce que j'ai des enfants et j'ai une fille. Et le fait que votre mère soit impliquée là-dedans me montre que vous avez eu tout sauf une enfance normale. Parce qu'aucune mère ne voudrait spirituellement voir son enfant être ainsi violé. Parce que c'est exactement ce que c'est. Que vous en ayez conscience ou non, votre mère vous regarde, vous aide ou s'occupe des finances liées au fait que vous soyez violé une centaine de fois en une journée. Et donc, c'est vraiment cela qui m'a le plus dérangé plus que tout le reste, c'est que j'ai entendu parler des filles sur OnlyFans. Je me suis assise avec elles, vous savez, respectueusement, lors du podcast, whatever. Et beaucoup d'entre eux ont des histoires et ils comprennent que, vous savez, ma mère, mon père, mon éducation n'ont pas fait ça. Vous savez, ça m'a conduit à ce choix de vie. Mais vous ne semblez pas avoir reconnu les abus de votre mère dans tout cela, ce qui est assez alarmant pour moi. Je suis donc juste curieux de connaître ta relation avec elle. Je veux dire, mes parents ne décrivaient certainement pas ce que c'est. Qu'est-ce que vous avez dit? Désolée, abusif ou viol? Violet? Je ne pense pas que ce soit abusif. Je pense que dire que ma fille a été violée 100 fois par des inconnus est abusif. Donc, mes parents ne le décrivent pas comme une violation. Ils ne le voient pas vraiment de cette façon. Ils savent que j'ai toujours été très libérale. Et pour être honnête, mes parents, pas forcément. Ils ne m'entraînent pas à le faire. Ils ne me disent pas, s'il vous plaît, continuez à avoir ces gens-là. Ils ne sont pas, vous savez, ils ne sont pas vraiment, exactement. Je ne dirais pas vraiment qu'ils sont, disons, soutenants, mais au final, ils m'aiment. Et qu'est-ce que ça changerait s'ils me reniaient, s'ils arrêtaient de me parler? Cela ne ferait qu'apporter plus de chagrin. Donc, ils voient ça d'un point de vue, vous savez, ma mère gère mes finances parce qu'elle veut m'aider. Vous savez, ils veulent juste faire ce qu'ils peuvent pour aider. Ce n'est pas tellement que si jamais ils me reniaient demain, je pense que ça rendrait tout le monde encore plus triste. Est-ce que tu donnes à ta mère? Je ne dis pas qu'il devrait te renier. Je veux dire, je comprends, comme l'amour d'une mère pour son enfant. Je dis que c'est contre nature que ta mère compte l'argent que tu gagnes en te faisant violer par 100 inconnus sur Internet pour de l'argent, tu vois. Et c'est cette partie-là qu'on ne pourra jamais normaliser. Il n'y a aucun moyen de normaliser ça, je suis parent. Il n'y a aucun moyen, tu vois. J'ai une fille et l'idée d'être impliquée là-dedans, ce n'est pas dire que si elle emprunte cette voie, tu ne seras pas là à prier et espérer qu'elle change et à lui parler de ça. Et tu sais, Sam t'aimera toujours. Mais moi, je vois ça comme un comportement parental prédateur. Et je ne pense pas que je le ferais forcément. Je ne pense même pas que ce soit juste de le décrire comme ça. Mes parents sont libéraux, je veux dire. De toute évidence, je ne suis pas un libéral. Je suis conservateur. Mais aucun de mes amis libéraux, aucun membre de ma famille libérale, leurs parents ne feraient ça non plus. C'est aussi démoniaque. Qu'ils aient la foi ou non. Ils diraient simplement « Quel parent voudrait ça pour son enfant ?» Parce que ta mère est assez âgée pour comprendre quelles sont les implications pour ton avenir. Tu sais, tu comprends déjà ce que sont les avenirs en train de se construire.
Je comprends que tu tournes tout en blague. Je pense que tu fais ça vraiment pour te protéger comme une armure. Je ne pense pas que tu trouves ça vraiment drôle. Mais il faut reconnaître que, comme toi, tu es, tu sais, une belle jeune fille et tu n'auras jamais de perspective. Tu n'auras pas d'homme qui voudra fonder une famille avec toi parce qu'ils vont te voir comme une personne abîmée. Le fait que ta mère participe à cela, juste pour que tu le saches, c'est une forme d'abus. C'est abusif. Et cela nous amène un peu au point plus large. Et je pense que la principale leçon à tirer de ce qui se passe avec Lee Phillips, c'est que partout dans le monde, nous faisons face, je crois, à une crise de la parentalité. Des parents qui veulent être amis avec leurs enfants, des parents qui ont cédé. Et je veux être claire, je n'aime pas qu'elle réduise cela en disant « Eh bien, c'est ça le libéralisme ». Oui, les libéraux ont tendance à être assez libéraux sur le sujet du sexe. Mais même pour eux, je pense qu'un millier d'hommes en une journée, c'est aller trop loin. Mais c'est une pente glissante, n'est-ce pas? C'est la pente glissante de la révolution sexuelle. Et c'est pourquoi je suis très fière de ma foi. Je pense que l'Église a eu raison. Je pense que les choses se sont de plus en plus dégradées dans cette culture de l'éducation sexuelle à l'école. On enseigne aux gens que le sexe est sain, que d'avoir plusieurs partenaires est sain. C'est pourquoi je déteste le mouvement féministe moderne, parce qu'il amène les femmes à croire qu'elles seront plus épanouies à mesure qu'elles auront plus de partenaires. Alors qu'en réalité, ce qu'elles font, c'est diminuer leur perspective d'avenir. Et donc, je pense que Lily Phillips représente un moment culturel important. Je pense qu'il est bon que les libéraux et les conservateurs réfléchissent à ce dont elles parlent et réalisent, j'espère, que nous avons plus en commun et qu'ils reviennent un peu en arrière pour repenser les années 1970, la révolution sexuelle et l'endoctrinement que subissent les enfants, qui les poussent à croire qu'ils sont rétrogrades et qu'ils ont tort s'ils veulent se préserver pour le mariage. Mais ce qu'elle fait est totalement progressiste. Si c'est ça le progrès, je veux être claire. Faites-moi revenir en arrière. Je suis archaïque. Je suis tout à fait, totalement d'accord pour être considérée à la fois complètement progressiste et rétrograde sur ce sujet du féminisme moderne. Je pense que cela dévalorise aussi bien les femmes que les hommes. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Concernant Madame Lily Phillips, priez vraiment pour elle. J'espère sincèrement qu'elle n'ira pas jusqu'au bout, mais à mon avis, elle est déjà trop engagée et les personnes qui l'entourent sont de véritables monstres. Très bien, les amis. La meilleure façon de vous aider à garder Dieu au centre de cette saison est de rejoindre le défi de prière de l'avant-près 25 de Hallow. Hallow, comme vous le savez déjà, est l'application de prière et de méditation chrétienne numéro 1 au monde, offrant des milliers de prières guidées pour vous aider à vous rapprocher de Dieu. Et leur défi de prière s'appelle « Car Dieu a tant aimé le monde ». Et il va vous aider à expérimenter la puissance transformatrice de l'amour de Dieu pendant cette saison de l'Avent. Dans le défi de prière, le survivaliste Bear Grylls et Jonathan Rumi de la série The Chosen vous guident à travers le livre A Severe Mercy, une histoire remarquable de la rencontre d'un couple avec Dieu. Vous entendrez également le pasteur Francis Chan et Jeff Keynes qui vous accompagneront dans des réflexions sur les Écritures. De plus, l'acteur Kevin James participera au défi pour discuter du classique spirituel Divine Intimacy. Cette saison sera une occasion magnifique d'être véritablement transformé par Dieu. Alors n'attendez pas, vous pouvez bénéficier de 3 mois gratuits dès maintenant en vous inscrivant sur allo.com Candace. Consacrez du temps à la chose la plus importante en cette période de Noël, votre relation avec Dieu. C'est allo.com Candace pour 3 mois gratuits sur Allo. Très bien, commençons avec Tucker Carlson. Il a des ennuis parce que moi je n'en ai pas. Donc c'est lui qui a des ennuis. Comme je l'ai dit, c'est un jeu de ping-pong. Et évidemment, ce qui vous attire des ennuis, c'est d'animer des conversations et de sortir les gens de cette toile de propagande dans laquelle nous vivons en Occident. Je pense qu'aujourd'hui, les gens réalisent que nous sommes fortement soumis à la propagande. On nous raconte une seule version des faits. Et en réalité, c'est simplement celui qui paie le plus nos politiciens à Washington, du moins en ce qui concerne l'Amérique. Donc, il y a la propagande de Big Pharma et il y a la machine de guerre. Et évidemment, je tiens à dire ceci. Nous sommes maintenant à un point de bascule dans la conversation sur Israël. Et ça va m'agacer parce que je sais qu'en 2025, tous ces conservateurs lâches qui sont restés silencieux et ont laissé les autres encaisser les coups. Oh, Tucker, Candace, prenez les coups et ne dites rien, puis ils vont finir par revenir et commencer à s'enflammer sur le sujet et à qualifier les choses de génocide. Et vous savez, souvenez-vous simplement qu'ils attendent toujours que ce soit assez à la mode, puis ils font semblant d'être courageux. On a vu ça avec, par exemple, le vaccin contre le Covid. Moi, dès le premier jour, j'étais contre les confinements, traité de tous les noms par les médias, attaqué.
J'étais contre l'Ukraine dès le premier jour. Et puis, une fois que ça devient à la mode, les conservateurs se demandent, bon, est-ce que c'est sans risque? D'accord, cool. Est-ce que Candace a testé si les temps risquaient de céder en hiver? Elle a traversé? D'accord, c'est sans danger. Ok, maintenant je vais faire semblant d'adorer faire du patin à glace sur les étangs. Peu importe. C'est ça mon point. Mais bref, Tucker a vraiment été excellent pour simplement animer des conversations. Il n'exprime pas son opinion aussi ouvertement. Mais ce qui est très clair dans son opinion, c'est qu'il faut plus de liberté d'expression. Et il n'a pas été un grand fan d'Israël Sickle. Il veut vraiment aller au fond des choses concernant ce qui se passe dans cette région et il reconnaît qu'il y a des aspects problématiques avec Bibi Netanyahou. Donc en particulier ce qui a été soulevé récemment. Et je dois être honnête, quand j'ai vu cela, il y a probablement 2 ans, j'ai pensé que c'était peut-être une théorie du complot en parlant des ambitions du Grand Israël, essentiellement un plan qui existe depuis très longtemps et qu'Israël aurait pour étendre ses frontières, sachant très bien qu'il devrait mener diverses guerres, divers génocides et avoir les médias occidentaux de leur côté parce qu'Israël n'a pas assez de personnes sur son territoire pour soutenir ses ambitions guerrières. Ils doivent donc faire une propagande massive, faire du lobbying, faire chanter les politiciens en Occident et les gens en Occident pour qu'ils aillent se battre dans leur guerre. Cela semble commencer à se fissurer. Donc Tucker a invité ce type, Jeffrey David Sachs, pour dire « Ce type, j'ai l'impression que c'est un peu irrespectueux. Il est très respecté. C'est un économiste américain, un analyste de politique publique et aussi professeur à l'Université Columbia. Avant même d'être à Columbia, il a été professeur à Harvard pendant 20 ans. Et je vais préciser ici qu'il est juif, donc il a le droit de parler de ce sujet sans avoir à subir les accusations d'antisémitisme, ce qui n'est qu'une tentative pathétique de conditionner les gens à ne pas examiner cette question de façon objective. C'est similaire à Black Lives Matter en 2020. Bref, voici Jeffrey Sachs qui parle de ce qui se passe en Syrie dans le cadre des ambitions de BBNE Netanyahou et de l'État d'Israël d'étendre leurs frontières tout en prétendant être les victimes dans toute cette histoire. Nous avions ce plan et nous avons simplement eu de la chance avec ce qui s'est passé le 7 octobre, alors nous allons le mettre à exécution. Et il vous rappelle que, vos médias essaient de faire croire que la Syrie est un pays corrompu et que, heureusement, elle est tombée et a été livrée à Al-Qaïda. En fait, non, c'est un mensonge total. C'est complètement inventé. La Syrie était un pays fonctionnel sous Assad. Les chrétiens étaient un protégé. Et puis Netanyahou fait du Netanyahou, écoutez bien. La Syrie était un pays normal et fonctionnel à l'époque. Peu importe ce que vous lisez, peu importe la propagande qui circule, la Syrie était un pays normal et fonctionnel. J'ai récemment retrouvé un rapport du Fonds monétaire international sur la Syrie datant de 2009 qui félicitait le gouvernement syrien pour ses réformes et sa croissance économique rapide et se réjouissait de voir se poursuivre des années de développement économique. En d'autres termes, ce n'était pas un désert ou un champ de bataille, c'était un véritable pays normal. Était-ce une menace pour les États-Unis? Ce n'était absolument aucune menace pour les États-Unis, mais cela a été considéré par Netanyahou comme une menace pour Israël pour une raison simple. Netanyahou veut contrôler toute la Palestine, veut dominer le peuple palestinien et ne veut pas d'un État palestinien. Et cela a conduit à une opposition militante, cela a mené au Hamas, cela a mené au Hezbollah, cela a mené à d'autres groupes. La théorie de Netanyahou, c'est « nous n'autoriserons jamais un État palestinien. Donc, nous devons renverser tout gouvernement qui soutient ces groupes militants contre nous, car notre objectif fondamental est le Grand Israël. » Ce n'est pas vraiment une cause très noble, au passage. Avoir un État palestinien à côté et vivre en paix aurait probablement permis de sauver 1 million de vies au cours des 30 dernières années. Mais ce n'est pas la folle ambition de Netanyahou qui est « Qu'est-ce que le Grand Israël ?» Le concept du Grand Israël signifie, selon le degré de folie ou l'interprétation des gens, soit qu'Israël contrôle non seulement son territoire géographique actuel et reconnu, mais qu'il contrôle ou annexe essentiellement la Cisjordanie, le plateau du Golan, des territoires qu'ils viennent tout juste d'agrandir et d'annexer de manière significative. Gaza. Golan Heights fait partie de la Syrie. Historiquement, Elle faisait partie de la Syrie revendiquée par Israël et dispose désormais d'un territoire élargi et de Jérusalem-Est.
Donc tout ce qui a été conquis en 1967, Netanyahou l'a explicitement dit, nous ne le rendrons jamais. Il y a maintenant 2 motivations à cela. Premièrement, Netanyahou dit qu'il n'est pas sûr de le rendre parce qu'il ne veut négocier aucune forme de paix ni aucun État palestinien. Ensuite, il y a des fanatiques religieux, j'utiliserai même des termes plus forts, qui se réfèrent au livre de Josué, qui date de 2700 ans, et qui disent « Eh bien, Dieu nous a donné tout ce qui va du fleuve d'Égypte, c'est-à-dire le Nil, jusqu'à l'Euphrate. » Et il y a des fanatiques en Israël et au gouvernement qui croient « Oui, c'est l'ordonnance de Dieu, nous allons prendre tout ce que nous voulons. » Concernant Démenti. L'Euphrate comprendrait quoi? Quoi? Bien. Si vous adoptez une perspective plus large, cela inclurait le Liban, cela inclurait la Syrie, cela inclurait une partie de l'Irak, cela inclurait une partie de l'Égypte. Et certaines de ces personnes citent réellement la Bible et disent que nous allons faire cela. Et c'est un peu triste et absolument terrifiant. Mais je dirais que la vision plus restreinte, c'est ce qu'ils appellent du fleuve à la mer, du Jourdain à la Méditerranée. C'est considéré comme un slogan pro-palestinien, mais c'est exactement le contraire. C'est la vision littérale du Grand Israël portée par le gouvernement israélien. C'est l'idée littérale, il se trouve qu'il y a 7 millions de Palestiniens là-bas. C'est un problème mineur. Peut-être qu'ils peuvent être nettoyés ethniquement, peut-être qu'ils peuvent être expulsés, ou peut-être qu'ils peuvent simplement être gouvernés de manière militaire et dominante. Bien sûr, probablement bien plus de 100 000 personnes ont été tuées lors de la guerre la plus récente selon le décompte officiel israélien, 45 000 corps extraits des décombres. Mais nous savons qu'il y en a beaucoup plus qui sont morts depuis le début de cette guerre à Gaza. Mais tout cela pour dire que cette idée du Grand Israël affirme que nous ne pouvons pas faire la paix avec les Palestiniens. Donc toute personne qui soutient les Palestiniens est par définition une menace mortelle pour nous. Et lorsqu'on fait face à une menace mortelle, il faut la détruire. Voilà où nous en sommes. Je pense que les gens, enfin, en Occident, commencent à se réveiller sur ce qui se passe. Tout ce qu'Israël a accusé les autres de faire, c'est en réalité ce qu'ils font eux-mêmes. Ils sont coupables de commettre un holocauste contre les Palestiniens. Ils ont été explicites quant à leurs objectifs. Ce qu'il décrit peut-être comme du fanatisme religieux, je le qualifierais de terrorisme. Vous êtes en train de regarder cela sur vos écrans. Comme il l'a dit, l'estimation la plus basse serait de 45 000 innocents assassinés à cause de ses ambitions. Il suffit de chercher, les gars. Il suffit de trouver ces extraits de Bibi Netanyahou. Ce n'est pas acceptable. Je pense que nous avions tous ces paramètres d'usine étant enfants, et cela est en grande partie dû, encore une fois, à l'énorme quantité d'argent dépensée par l'AIPAC. Le pouvoir qu'ils détiennent, que JFK a essayé de stopper juste avant d'être commodément assassiné. Il leur a dit qu'ils devaient s'enregistrer en tant qu'agents étrangers et ils ont refusé de le faire, malgré le fait que le département d'État leur ait envoyé plusieurs notifications leur ordonnant de s'enregistrer comme agents étrangers. Et puis il est mort. Et tout cela a disparu. Et ils ont commencé à dépenser et à investir dans notre système scolaire. Et ils dépensent et investissent à Hollywood. Et nous avons tous ces paramètres d'usine qui font que, eh bien, si les Juifs disent qu'il leur arrive quelque chose, alors nous devons croire tout ce qu'ils disent. Nous voulons nous assurer que nous ne soutenons pas un holocauste. Nous ne voudrions jamais que de mauvaises choses arrivent au peuple juif. Et nous n'avons jamais envisagé que des personnes juives, comme B. Netanyahou, pourraient être précisément celles qui l'exécutent. La chose la plus proche que nous ayons jamais eue d'un Adolf Hitler, à mon avis, c'est Bibi Netanyahou. Donc, si vous vous êtes déjà demandé ce que vous auriez fait si vous aviez été vivant à cette époque, la réponse à votre question se déroule en ce moment même. Si vous n'avez pas utilisé votre plateforme pour dénoncer ce qui se passe contre les Palestiniens, pour faire le minimum de recherche afin de contourner les médias traditionnels et reconnaître que ces plans du Grand Israël existent depuis longtemps, accusant les Palestiniens, lorsqu'ils disent « de la rivière à la mer », d'être un slogan génocidaire. Et je n'arrive pas à croire qu'Elon Musk ait misé là-dessus, alors qu'en réalité, c'est un appel explicite au génocide. Et leur conviction qu'ils sont bibliquement autorisés à commettre un génocide s'ils le souhaitent afin d'obtenir les frontières qu'ils désirent. C'est ce qui se passe en ce moment. Je suis donc reconnaissant envers des personnes courageuses comme Carlson. Je suis reconnaissant envers les médias indépendants et simplement reconnaissant que Dieu m'ait donné la clarté sur ce qui se passe dans cette région avant qu'il ne soit trop tard.
Et j'espère qu'il n'est pas trop tard et que nous pourrons faire une différence simplement en ayant ce genre de conversation. Très bien, les amis, je prends un moment pour vous parler de Preborn, car la vie de chaque bébé est un cadeau précieux, plein de potentiel et de rêves qui ne demandent qu'à s'accomplir. C'est pourquoi Preborn, la plus grande organisation pro-vie du pays, est en première ligne pour les bébés et les mères en danger qui font face à des grossesses non planifiées. Le réseau de cliniques de Preborn est implanté dans les zones du pays où les taux d'avortement sont les plus élevés. Ils équipent ces cliniques avec les ressources nécessaires pour sauver ces vies précieuses et offrir un soutien compatissant aux autres pendant jusqu'à 2 ans après la naissance. Alors que le nombre d'avortements continue d'augmenter, Preborn étend ses soins, valorisant la vie afin d'aider davantage de femmes en détresse et de sauver plus de vies. Si vous en avez les moyens, veuillez envisager un don de leadership pour sauver des bébés de manière significative. Un don déductible d'impôts de 15 000 $. Remplacez une machine à ultrasons dans un centre pour femmes, sauvant ainsi d'innombrables vies pour les années à venir. Et maintenant, Preborn doublera votre don en égalant votre contribution. Pour faire un don, composez le 250 livres et dites le mot-clé « bébé », encore une fois, c'est 250 livres bébé, ou vous pouvez faire un don en toute sécurité sur preborn.com. Candace, encore une fois, c'est preborn.com, Candace. Très bien, les amis. Pour aborder un dernier sujet tragique, évidemment, nous devons parler de ce qui se passe à Madison, dans le Wisconsin, et je souhaite vraiment aborder les aspects plus larges de cette affaire. Une nouvelle fusillade dans une école, et cette fois, c'est une jeune femme qui a appuyé sur la gâchette. C'est cela qui est si choquant. Ce n'est pas quelque chose que l'on imagine venant de femmes, blessées de jeunes personnes. C'est tellement à l'envers, spirituellement parlant. Je trouve stupéfiant d'imaginer une fille de 15 ans, avec toute sa vie devant elle, faire ce qu'elle a fait. Donc, tout d'abord, laissez-moi simplement vous expliquer ce qui s'est passé, car cela a de nouveau eu lieu dans une école chrétienne privée du Wisconsin. 6 personnes ont été blessées, dont un enseignant qui a été tué et un élève adolescent qui a également perdu la vie. Évidemment, comme dans la plupart de ces circonstances, on constate que le suspect est un lâche et prend immédiatement des mesures pour mettre fin à sa propre vie. C'était le cas pour cette jeune femme dont le nom est Natalie Rupo, encore une fois, âgée de 15 ans, et elle a été confirmée comme étant la tireuse. Elle était également l'une des élèves de l'école chrétienne, l'Abundant Life Christian School, et des personnes ont pu trouver quelques informations à son sujet, en particulier un ancien journaliste. Et heureusement grâce à X, heureusement grâce à ce reportage, car j'en ai tellement assez d'avoir à attendre, vous savez, 20 mois après que le FBI ait approuvé qu'on ait le droit de lire le manifeste, d'y avoir accès et qu'à ce moment-là, ils aient supprimé tout ce qui est important. Non, nous devons comprendre ce qui se passe. Nous faisons évidemment face à une crise de santé mentale dans ce pays. On peut tout simplement mettre de côté tous les arguments stupides sur le besoin de voter plus de lois sur les armes à feu. Évidemment, il est interdit d'obtenir légalement une arme à feu à 15 ans, n'importe où aux États-Unis. Et dans ce cas, elle dit qu'elle a trompé son père et qu'elle a réussi à l'obtenir. Et la conversation que nous devrions avoir et que nous avons eue aujourd'hui concerne les foyers brisés. Des foyers brisés, car il s'agit d'une adolescente qui avait une obsession en ligne très poussée pour les tueurs de masse dans les écoles et la mort. Elle utilisait un pseudonyme, Sam, en ligne, et faisait souvent référence aux tireurs de Columbine. Si tous ces agents, le FBI, intervenaient comme ils l'ont fait le 6 janvier, si seulement ils pouvaient prêter attention aux adolescents qui idolâtrent et publient des photos d'autres tueurs de masse sur leur page Tumblr, peut-être que certaines de ces choses pourraient être évitées. Quoi qu'il en soit, je veux vous lire ce fil Twitter d'une personne qui, il me semble, était autrefois impliquée dans les médias, peut-être Rebel News Redux. Bref, c'est une journaliste indépendante et elle a pu entrer en contact avec le prétendu petit ami de la tireuse du Wisconsin. Nous avons enquêté là-dessus. Les informations publiées par Soroslatéisme semblent toutes légitimes et sont progressivement confirmées par les médias traditionnels. Bref, elle dit que le petit ami, je veux être clair, on met un peu des guillemets autour de petit ami ici, parce qu'ils étaient dans une relation en ligne. Ce n'était pas une relation dans la vraie vie. Ils se sont rencontrés en ligne et se considéraient comme petit ami et petite amie. Il a été très transparent surtout, évidemment parce qu'il était assez choqué par ce qui s'est passé. Voici donc quelques-uns des faits rapportés par cette journaliste. Tout d'abord, son petit ami la connaissait sous le nom de Samantha. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'était un nom que la tireuse utilisait, mais son vrai nom est Nathalie, même si elle se faisait clairement appeler Samantha en ligne. Elle utilisait aussi un autre nom, mais le petit ami a dit que sur sa carte d'identité scolaire, elle avait adopté le nom de Samantha.
Comme je l'ai dit, elle était étudiante. Elle a 15 ans. Elle est née de sexe féminin. Elle se présentait comme une fille. Il ne s'agit pas d'un manifeste transgenre, mais le manifeste qu'elle a rédigé s'intitule « Guerre contre l'humanité » et il fait 6 pages. Dans ce manifeste, la tireuse parle de grandes difficultés dans sa relation avec ses parents qu'elle qualifie d'ordures. Elle affirmait que sa famille ne l'aimait pas, ne la voulait pas et exprimait le sentiment d'être simplement l'enfant de trop dans sa famille. Elle avait prévu de se suicider depuis longtemps, mais pensait que si elle commettait une fusillade, ce serait mieux pour l'évolution plutôt qu'un simple, je cite, « stupide et ennuyeux suicide ». Elle a exprimé une profonde admiration pour d'autres tireurs du passé et a particulièrement loué, pardonnez-moi pour ma prononciation, Quick Yitam, le néo-nazi turc qui a commis une attaque de masse plus tôt cette année, affirmant que cette personne était son inspiration. Elle l'a qualifié de sainte ultime. Donc, on peut voir que cette personne était constamment en ligne, lisant sans cesse des manifestes et, à mon avis, cherchant un moyen d'être remarquée. Parce que ce que nous avons pu faire, c'est confirmer qu'elle venait d'un milieu vraiment pourri. Ses parents avaient divorcé plusieurs fois et luttaient contre des addictions. Ce n'était pas quelque chose qu'elle alléguait. C'est quelque chose qui était vrai. Voici une citation directe de son manifeste à propos de ses parents. Elle a écrit « Je considère mes parents comme des ratés pour tout ce qu'ils m'ont fait, en foutant en l'air ma vie. On ne m'a jamais donné de conseils utiles. Tout n'était que des conneries. Le monde lui-même n'est que des conneries, pour être honnête. Alors pourquoi devrais-je ou pourquoi devrais-tu y voir autant de valeur? Je n'ai jamais vraiment aimé mon père, pour être exact, parce que honnêtement, pourquoi le devrais-je? Notre haine est réciproque. Il ne me verra jamais comme sa fille. Il ne m'aimera jamais comme il a aimé son ex, ou ses enfants à elle, ou même l'alcool. Si ça n'a pas d'importance, ça n'en a plus maintenant, parce que personne ne m'a jamais écouté et on s'est juste moqué de moi toute ma vie et j'en ai marre. Donc tu comprends l'idée ici. Évidemment, elle vient d'un milieu très difficile et il est sous-entendu que son père est alcoolique. Plus tard dans le fil, notre ex-journaliste a expliqué qu'elle avait compris que Rupno avait été harcelé à l'école. C'est quelque chose que, du moins, le petit ami avait souligné auprès d'elle parce que, comme je l'ai dit, cette journaliste a parlé au petit ami pendant 4 à 5 heures pour obtenir le plus d'informations possible. Donc c'est vraiment un travail incroyable. Et les dossiers du tribunal, pour revenir au fil de discussion, les dossiers du tribunal que j'ai consultés montrent qu'elle dit la vérité au sujet des divorces répétés dans sa famille et des batailles juridiques en cours entre sa mère et son père. Donc c'est encore une situation où la société essaye de diagnostiquer l'arme. La société veut croire qu'il existe une solution rapide. Nous avons besoin de plus de gouvernement, de plus d'intervention gouvernementale. Et quand je regarde ce problème, je me dis que si nous en sommes arrivés là dans la société, c'est justement à cause de l'intervention du gouvernement. N'est-ce pas? Nous avions des foyers unis. Nous avions des personnes ambitieuses, pour revenir à Lily Phillips. Nous avions des gens qui grandissaient en croyant qu'ils devaient se préserver pour une seule personne, se marier, fonder une famille, se concentrer sur leur famille. Et tout est devenu radicalisé avec le mouvement féministe moderne. Soudainement, des gens ont voulu poursuivre l'indépendance. Soudain, l'idée d'avoir une famille très soudée ne semblait plus atteignable. Les femmes ont commencé à boire davantage. Les taux d'alcoolisme chez les femmes, c'est un sujet sur lequel je travaille actuellement dans un livre que je vais publier en janvier, en réalisant à quel point les femmes consomment de l'alcool de façon excessive, sans avoir de parents stables à la maison. Le divorce est devenu une option facile. Oh, maintenant, on peut divorcer quand on veut. Vous savez, nous avons retiré le sacré du foyer de tant de façons. Et donc, quand je regarde cette situation et cette fille qui, en gros, a extériorisé sa douleur intérieure, se sentant qu'elle n'avait pas sa place, que personne ne l'aimait, que son père la détestait, que sa mère était à bien des égards émotionnellement abusive, on pourrait dire, et sa conclusion était que, eh bien, le monde doit être brisé. Le monde doit être brisé. Donc, peu importe ce que je fais dans ce monde, ce serait un acte de service pour moi. Faire du mal aux gens en partant serait pour moi un acte de service, tuer des gens pour qu'ils n'aient pas à vivre dans ce monde. C'est extrêmement triste. Évidemment, cette fille est devenue un monstre et elle a fait quelque chose de monstrueux. Et les victimes dans tout ça, c'est tellement triste que des gens aient perdu la vie à cause d'une absence de parentalité et du refus de la société d'avoir une véritable conversation sur le fait que nous n'avons pas augmenté le nombre d'armes à feu en Amérique. Les armes à feu ont toujours existé en Amérique depuis notre fondation et pourtant, nous n'avons jamais vu une situation comme celle d'aujourd'hui où des enfants cherchent ce genre d'attention, prêts à aller aussi loin juste pour être vus.
Ils n'ont jamais été aussi vides, ils ne se sont jamais sentis aussi perdus. Et cela ne va pas s'arrêter. Cela ne s'arrêtera vraiment pas tant que nous n'aborderons pas les vrais problèmes et que nous continuerons à blâmer des objets inanimés. C'est mon opinion personnelle à ce sujet. Nous resterons donc informés de la situation. S'il vous plaît, priez pour les familles des victimes. Priez aussi pour les personnes qui sont dans un état critique à l'hôpital. Priez pour qu'elles s'en sortent. Et encore une fois, c'est fou de penser à ces enfants constamment en ligne qui postent ce genre de choses sans que les parents ne s'en rendent compte. C'est tout simplement inacceptable. C'est totalement et absolument inacceptable. Avez-vous des arriérés d'impôts? Les aides liées à la pandémie sont désormais terminées, tout comme le recrutement de milliers de nouveaux agents et inspecteurs sur le terrain. L'IRS a lancé 2024 en envoyant plus de 5 millions de lettres de relance à ceux qui n'ont pas déclaré leurs impôts ou qui ont des soldes impayés. Ne renoncez pas à vos droits et ne leur parlez pas seuls. Ils ne sont évidemment pas vos amis. Tax Network USA, une société de confiance spécialisée dans l'allègement fiscal, a permis à ses clients d'économiser plus d'1 milliard de dollars en arriérés d'impôts. Et ils peuvent vous aider à obtenir le meilleur accord possible. Que vous deviez 10 000 ou 10 millions de dollars, ils peuvent vraiment vous aider, que ce soit pour des affaires professionnelles ou personnelles. Même si vous avez les moyens de payer ou si vous êtes à revenu fixe, ils peuvent vous aider à résoudre définitivement vos problèmes fiscaux une bonne fois pour toutes. Alors appelez le 1-800-958-8000 pour une consultation privée et gratuite ou rendez-vous sur tenusa.com Candace. Encore une fois, c'est tenusa.com Candice. Très bien, avant de partir, je vais revenir sur certains de vos commentaires concernant les épisodes précédents. Je n'arrive pas à croire d'ailleurs que nous sommes déjà mardi. Il ne nous reste plus que 3 jours d'émission cette année. C'est vraiment triste. Vous allez me manquer. Est-ce que je vais vous manquer? Ne vous inquiétez pas. On va devoir ressortir quelques anciens épisodes pour que vous puissiez continuer à m'écouter sur Spotify. Et moi, je vais juste penser à vous et vérifier mes tags sur Instagram. Très bien. Première série de commentaires. Celui-ci vient de Zanaïb. Il écrit « Des immigrés irakiens ont servi 2 mandats dans l'armée. Je t'aime du plus profond de mon cœur, Candace. Je prie pour toi. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Merci. » Et sachez que lorsque je dis que je soutiens les vétérans, je ne suis pas comme ces faux pro-vétérans, ces faux America First qui disent « Non, il faut sortir des guerres, sauf si c'est pour Israël », ce qui est le cas de toutes les guerres dans lesquelles nous sommes impliqués. Et peu importe les mandats que vous avez effectués dans l'armée, je vais supposer qu'ils n'ont pas vraiment rendu l'Amérique plus grande, mais ont certainement servi les ambitions du grand Israël. Habiba écrit en tant que musulmane sud-asiatique, c'est rafraîchissant de voir les conservateurs en Amérique, en particulier les chrétiens, voir à travers la vie que les médias occidentaux dépeignent des guerres au Moyen-Orient au lieu de simplement les avaler. Merci. Vous l'œuvre de Dieu. Que Dieu bénisse. Merci les gars. Je veux dire, comme je l'ai dit, je n'existerais même pas ou n'aurais pas survécu à cette année si vous n'aviez pas reconnu que tout ce que j'essayais de faire était de dire la vérité. Et les chrétiens vont avoir besoin de plus de travail en Amérique parce que le sionisme chrétien n'a rien à voir avec la Bible. C'est politique, c'est une hérésie si l'on essaie même d'y penser dans le contexte de la théologie. Mais en réalité, ce n'est qu'un mouvement politique et la seule façon de le combattre, sur laquelle je vais travailler, c'est de vraiment se plonger dans la Bible Scofield et l'histoire de la Bible Scofield et de faire comprendre aux chrétiens qu'il s'agissait d'un projet financé par les sionistes avant même l'existence d'Israël. En 1948, le Congrès sioniste s'est réuni et a décidé qu'il allait falloir laver le cerveau des chrétiens en Occident pour atteindre leurs objectifs. Et c'est simplement la réalité. Voici la véritable histoire de la Bible Scofield qui vous fait croire que vous serez bénis si vous fermez les yeux ou si vous célébrez le massacre de masse des musulmans au Moyen-Orient. C'est tout simplement absurde. C'est tellement hérétique. Cela ne devrait même pas nécessiter de discussion théologique. Cela devrait être instinctif de sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas si vous acceptez ce récit. Et c'est une conversation difficile à avoir. Et évidemment, pour moi, c'est encore plus difficile parce que j'étais protestant. C'est quelque chose qui m'a poussé vers la foi catholique parce que j'ai réalisé que les catholiques qui sont tellement calomniés et diffamés l'ont toujours été en Amérique. Et c'est intentionnel. Les médias détestent les catholiques. Cette haine vient fait qu'après Pape Pie X, lorsque Théodore Herzl lui a rendu visite, il a dit « Non, Israël, vous n'avez pas droit de devenir un pays et nous n'allons pas vous soutenir. Il y a d'histoire derrière cela. Nous reviendrons dans la nouvelle année. » Je suis vraiment enthousiaste à ce sujet. Ensuite, J.L. Crête écrit « On ne peut pas donner la priorité à l'Amérique. Si vous mettez Israël sur le même vote, il n'y a pas assez de place pour les deux. Choisissez l'Amérique. » C'est aussi simple que ça, bien dit. Joe Carroll écrit
Il est temps pour l'Amérique de faire ce qu'elle veut pour ses propres citoyens et sa nation. Aucun argent des contribuables ne devrait sortir de leur propre pays au cours des prochaines décennies. Arrangez-vous pour que cela arrive? Super. Malheureusement, nous sommes un pays économiquement esclave d'Israël et je ne vois aucun signe de ralentissement sous l'administration Trump. Il n'a pas indiqué qu'il arrêterait cela, mais je pense que c'est quelque chose avec lequel il va devoir composer et j'en suis reconnaissant. Je pense que, vous savez, pour Trump, le fait que nous soyons tous derrière lui, c'était vraiment une question de rédemption et il avait besoin de gagner parce que ce qui s'est passé en 2020 n'était pas juste. Mais la conversation sera très, très différente en 2028. Cette sorte d'engagement sioniste, des gens portant des pains israéliens sur scène alors qu'ils vous demandent votre vote pour devenir président. Les États-Unis, ça ne passera pas. Donc, il y a des avancées majeures. Je suis vraiment, vraiment enthousiaste à ce sujet. Kulakwa écrit « Eh bien, pour défendre le rabbin Shmuley, la pizza à l'ananas est un crime. » D'accord, je suis d'accord. Je dois dire, je suis désolé. Mon producteur vient de me lancer un sale regard. Je vois que tu m'as lancé un sale regard, parce que bien sûr, tu aimes les gens bizarres. Tu es juste bizarre. C'est juste une fille bizarre. Elle aime les gens bizarres. C'est mal, je n'ai même pas essayé. Je ne peux même pas dire explicitement quelque chose contre la pizza à l'ananas, parce que j'ai la morale de base pour savoir que je ne devrais même pas essayer. Et certaines personnes n'ont pas ça. Ils se disent juste, je vais essayer la pizza avec de l'ananas. C'est fou. Et clairement, Skyar, la productrice, fait partie de ces personnes. Ça me rend malade. Bon, les gars. Si vous êtes stressé à l'idée d'offrir à votre famille des fêtes inoubliables, vous n'êtes pas seul. Les prix restent élevés et beaucoup d'Américains atteignent la limite de leur carte de crédit. C'est le moment idéal pour reprendre le contrôle de vos finances et rembourser vos dettes. Si vous êtes propriétaire, American Financing peut vous aider à débloquer la valeur nette de votre maison et à économiser. Dès maintenant. Leurs clients économisent en moyenne $800 par mois. Imaginez simplement ce que cela pourrait signifier pour votre famille. En plus, si vous agissez maintenant, vous pourriez même retarder 2 paiements hypothécaires, ce qui vous donnerait de l'argent supplémentaire pour la saison. Et ne serait-ce pas agréable de commencer la nouvelle année sans cette dette et ces paiements mensuels minimum? Cela ne coûte absolument rien de découvrir combien vous pourriez économiser. Noël sera là avant que vous ne vous en rendiez compte. Alors appelez dès aujourd'hui l'un des conseillers hypothécaires salariés d'American Financing. Vous pouvez appeler maintenant au 800-700-0950 Encore une fois, ce numéro est le 807-95-12-10 ou visitez americanfinancing.net Owens. Encore une fois, c'est americanfinancing.net Owens. À propos de Kathleen Clark, je pensais simplement que les conservateurs étaient beaucoup trop agressifs envers une jeune femme de 22 ans qui a le droit d'expérimenter avec des idées. C'est le bon moment pour le faire et elle ne fait vraiment de mal à personne. Je pense qu'elle essaie juste de s'en sortir. Cette personne dit « Pourquoi Kathleen Clark devrait-elle reconnaître qui que ce soit? Le prix lui a été décerné. » Oui, exactement. Mais la pression qu'on lui met, bien sûr, parce qu'elle est au cœur d'une tempête médiatique, les gars. Je veux dire, on sait ce que c'est. Il y a les idées dominantes. Elle se fait harceler en permanence. On lui pose sans arrêt des questions sur la race. Je ne pense pas qu'elle soit vraiment allée aussi loin. Elle n'était pas en train de s'agenouiller, de déchirer la Constitution et de dire « Je déteste être blanche ». Elle ne faisait que répéter les arguments qu'elle a littéralement appris à l'école il y a 5 minutes. Ils ont appris activement ce qu'est le privilège blanc, pourquoi on enseigne aux gens à croire que c'est réel. C'est encore une sorte de science sociale. Elle a 22 ans. Beaucoup de choses qui nous indignent. Alors, donnons une chance à Kathleen Clark. Sandy Sick écrit « Candace, la façon dont tu as remis Megyn Kelly à sa place était empreinte d'empathie. La façon dont tu te comportes est l'incarnation de la grâce. Tu as utilisé les épreuves de la vie pour te forger femme catholique forte et sage. Puis-je ajouter que tu es très drôle. Merci beaucoup. Vous savez, je n'ai pas de problème avec Megyn Kelly. Je pense juste qu'elle est assez en colère la plupart du temps. Et j'ai juste l'impression qu'elle n'accorde pas la même grâce aux autres qu'à elle-même. Vous voyez, par exemple, je pensais que c'était trans, ça ne me dérangeait pas. Je veux dire, elle a notoirement présenté des excuses pour avoir dit quelque chose de très sensé à propos du blackface pendant Halloween parce qu'elle voulait garder son emploi. Et comme je l'ai dit, elle avait la quarantaine bien entamée quand elle a fait ça et les gens lui ont pardonné. Donc je pense qu'on peut accorder un peu de grâce ici à Kathleen Clark. Keith écrit « Non, j'en ai assez du cliché du privilège blanc. » Clark aurait dû dire tout ce qu'elle avait à dire sans ses bêtises. Oui, c'est facile de dire ce genre de choses sur Internet, mais ce n'est pas si simple, même pour moi à 35 ans, de gérer des tempêtes de critiques en permanence. Cela entraîne tellement de conséquences que, pour beaucoup de gens, on finit par dire la chose la plus facile. Quand on vous pose une question sur un sujet et que vous vous faites harceler tous les jours par des personnes plus âgées et plus puissantes que vous n'avez pas envie que les gens vous détestent en WNBA, alors elle a dit quelque chose, c'est tout.
Je continue de penser que ce n'est pas si grave pour une gamine de 22 ans. Parce qu'on était tous idiots à 22 ans. Comme je l'ai dit, j'étais à gauche. Je croyais à tout ce qui concerne le féminisme et j'aurais été complètement vexée si une bande de conservateurs qui ont eu le temps de réfléchir à tout ça et qui ne sortaient pas juste de l'école pour apprendre ces choses m'attaquaient au hasard. Pour moi, j'essayais juste d'être ce que je pense être une bonne personne. Je pense qu'elle avait de bonnes intentions, même si elle a dit quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. Et si tu as de bonnes intentions et que tu te trompes simplement, peut-être qu'il suffit de dire à quelqu'un qu'il a tort sans lui crier dessus, ni lui dire qu'il n'aura plus de fans et que sa vie est finie. Je ne sais pas. Je suis folle. Je suis folle. Je suis trop raisonnable. Qui sait? Bref, les amis, on se retrouve demain.